Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur notre programme. Aujourd'hui, nous avons le privilège et le plaisir de recevoir un personnage particulier de notre continent. Première dame émérite de son pays, la Côte d'Ivoire, intellectuelle prolixe, grande universitaire, figure politique de premier plan. Elle aura contribué ces 4 dernières décennies à l'écriture de l'histoire de son pays et du continent africain. Vous l'avez compris, nous recevons Simone et Yves Gbagbo, première dame de Côte d'Ivoire, et dont nous saluons le prestige. Madame Simone et Yves Gbagbo, bonjour. Bonjour. Voilà. Merci de nous recevoir dans votre demeure, merci de vous recevoir dans votre résidence abidjanaise. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Le Cameroun particulièrement s'est ému de l'actualité de votre pays ces dernières décennies. Et nous avons eu envie, pour nos téléspectateurs, nous avons eu envie de vous écouter, de prendre la température et les nouvelles de la Côte d'Ivoire par vous ou à travers vous. Donc, une fois de plus, merci pour le privilège que vous nous faites de nous recevoir dans votre maison et dans votre pays. Mais c'est moi qui vous remercie. Je connais l'attachement du peuple camerounais à la cause de la Côte d'Ivoire. On a vraiment toujours été très sensible à cela, très ému par cela. Merci pour tout ce que vous faites. OK. Alors, Madame Gbagbo, nous allons commencer notre entretien par un fait particulier. Nous avons encore en mémoire les moments difficiles que la Côte d'Ivoire a traversés, et vous particulièrement. Nous avons encore en mémoire les images difficiles du 11 avril 2011, qui ont bouleversé, qui ont marqué, qui ont choqué plusieurs d'entre nous, ici en Côte d'Ivoire, en Afrique et particulièrement au Cameroun. Mais aujourd'hui, quand nous vous voyons, nous retrouvons une Simone Gbagbo rayonnante, forte, debout, pleine de projets et même pleine d'ambition. Nous avons envie de vous demander, où avez-vous trouvé la force, l'énergie pour dominer ou vaincre ces moments difficiles et afficher cette mine de renaissance que vous affichez aujourd'hui? Je vais peut-être vous surprendre, mais je vous répondrai tout de suite que j'ai trouvé cette force en Dieu. J'ai été, je peux dire, accompagné par vraiment la grâce de Dieu, qui m'a encouragé, qui m'a fortifié, qui m'a soutenu, qui m'a instruit même, qui m'a éclairé et qui m'a permis de rester debout. Et de surmonter ces moments difficiles. De surmonter ces moments difficiles et même de renouveler ma force. Comme on dit, Dieu renouvelle la force. Voilà, vous avez l'air totalement restauré. Oh, merci. Okay. Pour nos téléspectateurs, pour nos millions de téléspectateurs qui nous suivent, on a envie de savoir, vous avez passé 7 années en détention. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était votre quotidien, comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez raconter à ces téléspectateurs camerounais comment sont passées ces 7 années de détention? Pendant les 7 années, j'ai vécu dans 2 résidences. D'abord, au nord du pays, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Où précisément? À Odiéné. Odiéné. À Odiéné. Au nord-ouest? Nord-ouest de la Côte d'Ivoire, presque à la frontière de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, qui est un territoire qui n'est pas le mien traditionnel. Tout à fait. Voilà, mais j'y ai vécu 3 ans et demi. Au milieu je dirais, de rebelles. De l'ancienne zone assiégée. De l'ancienne zone assiégée. Tout à fait. Avec les forces de l'ordre de l'époque qu'on appelle les FSI. Tout à fait. Qui sont les forces issues de la rébellion. Tout à fait. J'ai vécu là 3 ans et demi. J'ai vécu quasiment seul, au milieu de tout ce peuple-là, pendant 3 ans et demi. Ça a été dur au départ. Parce que, évidemment, j'ai été présenté là-bas comme une tortionnaire qui faisait tout ce qu'on voulait comme malheur au peuple du Nord et tout. Et donc, je n'étais pas du tout aimé là-bas. Au contraire, j'étais même rejeté.
Mais par la grâce de Dieu, on a fini par s'entendre, par bien s'entendre, au point qu'au moment où j'ai quitté au dîner, j'étais même regretté. Parce qu'avec... Il y a eu des nostalgies. Oh oui. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai de bonnes relations avec certains parmi eux, y compris même les chefs des anciens rebelles qu'il y avait là-bas. Oui, de bonnes relations jusqu'à aujourd'hui. Et puis, après 3 ans et demi, les procès Tout à fait. allaient commencer. Oui. Donc, on m'a ramené à Abidjan, à l'école de gendarmerie. Tout à fait. J'ai également vécu 3 ans et demi, ce qui fait la totalité des 7 ans. Des 7 ans. Oui. Et là-bas, c'était dans un camp de gendarmes. Hein. Donc là aussi, il y avait la sévérité, bien sûr, du camp. Mais bon, j'ai gardé de bons souvenirs là-bas également. Ok. Est-ce qu'on peut savoir votre quotidien? C'est vrai que vous étiez prisonnière, mais quel était votre quotidien? Qu'est-ce qui meublait vos journées? Comment est-ce que ça se passe? J'avais besoin de meubler ma journée, effectivement. Alors, je me levais le matin. Je faisais mes prières le matin. Après les prières et les méditations, le petit déjeuner. Oui. Après le petit déjeuner, je retourne aux lectures, aux prières. Et si j'avais des visites, alors c'est à ce moment-là que je recevais mes visiteurs et qu'on pouvait parler. Mais quand je n'avais pas de visiteurs, j'étais seule. Et la journée se meublait comme ça, alors, pour ne pas tomber dans la dépression même. Oui. Je me suis mise à m'activer. Donc, j'ai organisé un élevage de poulets, un élevage de lapins, la cuisine. Ouais. Et j'avais des jeunes, le couple qui s'est occupé de moi là-bas, qui avait ses enfants. Ouais. Je me suis transformé en répétitrice pour les enfants. Pour les petits, Donc, je leur apprenais, les encadrais pour leur formation, pour les cours, pour les exercices le soir et tout. Je me suis occupé le temps comme ça. J'ai même fait de l'évangélisation des rebelles. Ok. Pendant quelques temps. Donc, vous voyez, vraiment, je me suis occupé. Comment est-ce que le changement de perception, ou du moins, comment le changement de perception s'est opéré chez eux, entre guillemets, ceux qui vous recevaient, les geôliers? Oui. Comment ça s'est opéré à un moment donné? Oui. Alors, je vais commencer par vous dire que je viens de sortir un livre sur mon séjour en prison. Mais là-bas, sur place... Vous pouvez mentionner pour nos téléspectateurs le titre du livre? Du sous-sol de la République, parce que le sous-sol de la République, c'est l'expression pour dire prison. Du sous-sol de la République à la restauration. Okay. Voilà l'ouvrage que je viens de publier. Là-bas, comme je vous ai dit au début, ça a été difficile. Hein, mais c'est également un peuple qui a ses propres problèmes. Tout à fait. Hein, et donc, j'ai pu m'asseoir avec eux, parler avec eux de leurs propres problèmes, les aider, puisque moi-même, je recevais de l'aide de tous ceux qui étaient au sud et qui ne pouvaient pas se déplacer, mais qui me faisaient parvenir des biens, des vivres, des non-vivres, etc. J'ai partagé avec eux. Et je me suis mise à leur disposition pour écouter leurs problèmes, pour les aider à résoudre les problèmes que je pouvais encore aider à résoudre, des cas de maladie, des femmes qui devaient accoucher, qui n'avaient pas les moyens pour aller accoucher, etc. Et ça a changé l'atmosphère entre nous. Puis ils se sont finalement rendus compte que je ne suis pas aussi mauvaise, aussi méchante qu'on le leur avait décrit. Et petit à petit, donc l'atmosphère s'est comme ça allégée, améliorée. Et nous sommes même devenus quelquefois des amis. Oui. Et ça me permet de passer à la prochaine interrogation, parce que nous avons constaté que depuis votre sortie de prison, depuis votre sortie de détention, il y a un thème qui revient chaque fois que vous êtes à chacune de vos sorties publiques. C'est le thème de la réconciliation. C'est ça, c'est ça. Et on a constaté, on a observé qu'aucune de vos sorties publiques n'a ce thème, dont vous en parlez régulièrement. On voulait savoir qu'est-ce qui motive cette posture nouvelle, sans me dire que vous étiez contre la réconciliation avant, non. Mais on a réalisé que vous êtes une actrice particulièrement engagée de la réconciliation et vous prêchez particulièrement la réconciliation.
Qu'est-ce qui motive cette posture? Mais vous savez, la première chose que j'ai reçue, moi, quand j'étais à Odiéné, c'est que, et qui m'a été encore rappelé ici à l'école de gendarmerie, c'est que une nation qui est divisée, elle ne peut pas survivre. Tout à fait. Voilà. Et l'exemple, ça a été l'exemple d'Israël. Oui. Israël a été divisé en deux après la mort de Salomon, Tout à fait. lorsque son fils Roboam devait monter sur le trône. Tout à fait. Il n'a pas réussi à réconcilier les deux parties de ce pays-là, le nord, qui est Israël, et le sud, qui est Juda. Juda, oui. Il n'a pas réussi à les réconcilier. Oui. Et Israël, le pays, est divisé jusqu'aujourd'hui. Nous sommes encore dans la division. Vous avez d'un côté les Israéliens, de l'autre côté les Palestiniens, et le pays est encore aujourd'hui divisé. Eh bien, si on ne fait pas d'efforts pour réconcilier le peuple en Côte d'Ivoire, Ouais. cette nation, elle va être divisée et elle risque même d'imploser et de disparaître. Donc, c'est devenu pour moi un leitmotiv, c'est une nécessité. Nous devons coûte que coûte réussir la réconciliation entre les populations du nord de la Côte d'Ivoire et les populations du sud de la Côte d'Ivoire. Ouais. C'est un devoir qui est incontournable. Au-delà de vos appartenances à une chapelle. Au-delà des appartenances aux chapelles, aux partis politiques, aux idéologies, etc., la nation, elle doit être réunifiée. Ça nous permet, ça me permet de mieux comprendre, parce que lors de l'une de vos sorties, vous disiez aux jeunes qui vous écoutaient que la Côte d'Ivoire est en danger. Oui. Et on a été, le mot danger était saisissant et ça interpellait. Et puis je semble comprendre un peu qu'est-ce que vous percevez comme danger à ne pas se réconcilier. Mais est-ce que vous sentez que le danger il est imminent? Pensez-vous que ce danger d'implosion est imminent? Le danger d'implosion en Côte d'Ivoire, il est permanent. Je n'utiliserai pas le mot imminent, mais j'utilisais le mot permanent. Il est constant. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, ça peut arriver. Je ne pourrais pas vous dire que demain ou après-demain. Mais si on n'adopte pas cette attitude de réconciliation, ça va arriver. Ok. Voilà, c'est ça. Vous êtes enseignante dans une autre vie. Vous êtes Oui. enseignante. Je suis restée enseignante toute ma vie. On le ressent dans votre façon pédagogique de transmettre vos idées, vos connaissances. Mais est-ce que vous avez le sentiment, Simone Gbagbo, que ce message de réconciliation que vous transmettez, que vous passez aux Ivoiriens, parce que le principe de la communication, c'est que l'émetteur émet un message et le récepteur doit le recevoir. Avez-vous le sentiment, en tant que maîtrise de ce message, qu'il est reçu et qu'il est saisi et que les Ivoiriens à qui vous adressez ce message s'en approprient? La première chose que je vous répondrai, c'est que, quoi qu'on dise, curieusement, ce message, il est dur. Il est dur. Il est difficile à recevoir dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Oui. Elle est encore assez marquée par l'actualité récente et tout. Oui, elle est peut-être un petit peu moins qu'au moment où je suis sorti de prison, mais elle est encore marquée. Elle est encore marquée. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la crise ivoirienne que nous avons vécue, il y avait les contradictions internes à la Côte d'Ivoire elle-même, mais il y avait également les conflits avec nos voisins étrangers qui ont joué un rôle en Côte d'Ivoire qui était un rôle très négatif. Et or, ils sont encore très nombreux à être présents en Côte d'Ivoire. Tous les jours, on est obligé de négocier cette réalité-là avec eux. Ouais. Et donc, le message de la réconciliation s'adresse aux Ivoiriens en interne, mais s'adresse également aux étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire avec les Ivoiriens. Et c'est un message qui est difficile parce qu'il y a encore, dans le cœur de nombreux Ivoiriens, beaucoup d'aigreur. Tout à fait. Les gens sont frustrés. Encore aujourd'hui, il y en a qui ont perdu leur boulot.
Aujourd'hui, il y en a qui ont perdu leur bien, qui ont perdu leur bien, et même qui ont des perdu membres, leur des famille, membres de la des membres de leur famille. famille, etc. Et puis, il y en a qui se comportent en vainqueurs aujourd'hui encore et qui se montrent arrogants aujourd'hui encore et qui se montrent même abusifs aujourd'hui encore. Et ce n'est donc pas facile à accueillir, à accepter par tout le monde. Ouais. Mais il faut toucher le cœur d'abord. Et le premier travail que nous devons faire, c'est de toucher le cœur d'abord. Ouais. Mais de toucher le cœur en leur démontrant que nous-mêmes, nous sommes sortis de ce besoin de belligérance. Nous-mêmes, nous en sommes sortis. Et que nous-mêmes, nous offrons notre pardon. Oui. Nous offrons notre réconciliation. Oui. Et que cela apparaisse comme quelque chose de sincère. Tout à fait. Et comme c'est le cas, je pense que ça touche. Des cœurs. Je pense que ça touche les cœurs et que par ce moyen-là, le débat avance sur le terrain. Ok, merci Simone Gbagbo. Je reviens au niveau de la classe politique parce que chaque fois qu'on a écouté des acteurs politiques, on a souvent eu le sentiment qu'ils disent que les artistes, des leaders d'opinion, que les problèmes de la Côte d'Ivoire naissent plus d'une division de la classe politique que des masses des populations. Je ne sais pas déjà si vous partagez cette lecture-là, mais que les acteurs politiques sont plus divisés entre eux que les populations qui vivent à Yopougon, dans les campements, et ainsi de suite, quoi. Et que ce sont ces divisions des leaders politiques qui, généralement, ont des effets sur les populations. Est-ce que vous partagez cette analyse, ce diagnostic? Moi, je dirais que mon avis est mitigé sur cette question. Il y a une division entre les classes politiques. Oui. Ça, c'est sûr. Mais quand vous descendez dans le peuple, que vous voyez les problèmes qui se posent dans le peuple, vous voyez que la division, elle est profonde également dans le peuple. La fissure va jusqu'à la base, en fait, quoi. Je parle de la base même, là. Je vous donne un petit exemple. Oui. Quelqu'un, un chauffeur de moto, un conducteur de moto, va faire un accident. Oui. Il est d'une telle ethnie, oui. Mais c'est un accident. Tout à fait. La population va recevoir l'accident comme un affrontement, entre comme une agression d'une communauté à une autre. Tout à fait. Et ça va prendre des proportions. On a vécu cela dans de nombreuses régions à l'intérieur du pays. Ce qui montre qu'il y a des divisions au sommet de l'État, des leaders politiques, des appareils politiques. Mais à la base aussi. À la base, quelquefois, c'est même plus sérieux encore. Aujourd'hui, Simone Gbagbo, si on empruntait au vocabulaire footballistique, avec le mouvement des générations capables, oui. Comment vous présentez-vous? Joueur ou coach? Ah, je dirais les deux. Ok. Est-ce que vous voyez l'avant-centre là, qui organise tout? Il est joueur et en même temps il est coach. Voilà. Est-ce que vous voyez, il est coach de ses équipiers? Tout à fait. Voilà, c'est un petit peu ce rôle-là. Okay. Il faut être capable de continuer de jouer, oui. de montrer aux autres comment jouer, oui. de montrer surtout aux plus jeunes comment jouer. Oui. Mais il faut être capable également de les encadrer pour leur permettre de monter, d'acquérir de l'expérience, d'acquérir de la compétence, d'acquérir de l'assurance, n'est-ce pas? Oui. Pour que demain, quand nous nous retirons là, nous soyons sûrs que le projet il continue sur de bonnes bases. Oui. C'est vrai que la population ivoirienne est de plus en plus jeune. Oui. Mais vous avez des militants de générations différentes. C'est ça. Donc naturellement, vous tenez des discours. Vous ne pouvez pas tenir le même discours aux jeunes de 18 ans qui commenceront, ou du moins de 16 ans, qui commenceront à voter en 2025. C'est ça. Vous ne pouvez pas leur tenir le même discours qu'aux quarantenaires ou aux cinquantenaires, oui. Alors, je veux savoir, déjà, vous avez posé le problème de valeurs qui s'étiolent dans la société ivoirienne. Et je pense que là-dessus, la cible de ce discours est principalement la jeunesse ivoirienne. Oh, je pense. Ne croyez pas. Ah bon? Ah oui, ce discours s'adresse à tout le monde. Okay. Aussi bien la jeunesse qu'aux quarantenaires oui. également. Okay. Parce que ce sont les quarantenaires là qui sont prêts aujourd'hui
à prendre la relève. Ouais. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'eux, ils soient des générations incrustées dans le tribalisme, Oui. incrustées dans une religiosité qui est négative, Oui. incrustées dans une fuite en avant, parce qu'ils ont peur de l'Occident, Oui. ils ont peur des Occidentaux, et qui ne prennent pas leurs responsabilités. Oui. Ils ont peur de la souveraineté, donc ils ne prennent pas leurs responsabilités. C'est leur époque. OK. C'est à eux d'agir. Oui. Donc ça s'adresse également à eux, ce message-là. Donc, on peut retenir que le mouvement des générations capables a pour objectif de refonder les valeurs qui ont fait la Côte d'Ivoire d'antan. Et même de les dépasser. De les Et dépasser. même de les dépasser. De faire un Ivoirien meilleur que celui que vous avez été. Absolument. OK. Alors, Simone Gbagbo, on a parcouru avec attention votre biographie et effectivement, nous avons constaté que vous avez commencé très jeune le Oui. combat politique, Oui. comme syndicaliste. Oui. Et on a envie de savoir, pour nos millions de téléspectateurs, qu'est-ce qui a réveillé, qu'est-ce qui a tiré cette fibre, qu'est-ce qui motive ce goût pour la politique aussi jeune que vous l'étiez à l'époque? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai commencé même avant le syndicalisme. Ah, OK. Quand j'étais élève, au collège Oui. déjà, et au lycée, je suis devenu responsable national de la jeunesse estudiantine catholique Oui. féminine. Oui. Et d'avoir milité dans cette organisation de jeunesse, Oui. de jeunes, ça m'a fait énormément de bien. Et je crois que tout ce que je suis aujourd'hui est parti de cette époque-là. Ouais. J'avais une famille très chrétienne. Mon père était très, très, très pratiquant. Et donc, lui, il m'a entraîné déjà dedans. Mais en plus, dans la GEC, j'ai eu l'opportunité de me pencher sur les réalités Ouais. des jeunes Oui. à cette époque-là, sur les réalités politiques de la Côte d'Ivoire. À cette époque, nous étions dans les partis uniques. Tout à fait. Voilà, donc des réalités politiques à cette époque. Oui. Et ça va comment on appelle, révéler en moi ce désir-là de travailler pour plus de justice dans la nation, Ouais. de travailler pour une école plus africanisée, parce qu'à cette époque-là, tous les programmes venaient de France. Tout à fait. Voilà, un programme plus africanisé. Oui. Et donc de m'engager dans le combat pour de meilleures conditions de travail pour les élèves. Et vous voyez, donc, la politique est partie. Voilà. On a le sentiment que entre guillemets, le génie sommeillait en vous et que ce moment l'a juste réveillé. Bon, on peut peut-être le penser comme ça. On peut peut-être penser. On a envie de savoir quel a été le sentiment, ou du moins la réaction de votre famille, de vos parents, quand vous vous êtes engagé. Parce qu'on se dit à l'époque quand même, s'engager contre le parti unique avec l'influence qu'on connaissait au président de l'époque. Quelle a été la réaction de votre famille? J'ai toujours été soutenu par ma famille. J'ai toujours été soutenu par ma famille. Ça, c'est un fait inédit. Oui, non. Mon père est lui-même un ancien combattant. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Et quand il est revenu, il est devenu militaire d'abord, Oui. dans l'armée française, Oui. reversé dans l'armée de Côte ivoirienne, d'Ivoire, oui. et puis devenu gendarme. Tout à fait. Donc, mon père était gendarme, c'est Oui. le tout premier gendarme de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez? Oui. Et donc, lui qui a vécu en Europe, en France, qui a fait la guerre, il a vite compris le rôle que pouvait jouer l'école Oui. dans la vie d'un jeune. Et depuis mon plus jeune âge, mon père m'a dit, il a dit à tous mes frères et sœurs, nous sommes nombreux, hein, Oui. mon père, vous les femmes, votre premier époux, ça doit être votre diplôme. Wow. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est inédit. Ça. Et donc, De cette génération. Parce que de cette génération d'Africains,
c'est généralement l'inverse, où les garçons sont privilégiés et les femmes ont Mais des nous pôles. n'étions que des filles. Tous les premiers enfants de mon papa, il n'y avait que des filles. Et donc, il a décidé de miser sur ses filles. Voilà. Et donc, il nous a toutes mis à l'école et il nous a dit, votre premier mari dans la vie, ça doit être votre diplôme. Allez jusqu'au bout dans vos études et puis ne regardez les hommes et les maris qu'après. Et donc, voilà. J'ai été mis sur orbite de cette façon-là. Je suis allé à l'école, j'ai eu des diplômes, je suis allé jusqu'à l'université, j'ai pu acquérir des diplômes, je suis devenue enseignante, etc. Ensuite, jusqu'à l'université, chercheur à l'université. Et voilà comment j'ai été mise sur orbite. OK. Et là, vous avez dit que votre papa, il était un fervent chrétien, parce qu'on a réalisé aussi dans votre parcours que nous observons depuis lors que vous êtes une chrétienne fervente, pratiquante. Et on a eu envie de vous demander qu'est-ce qui a forgé votre foi. Votre papa, l'influence de votre papa, dans votre parcours, parce que on sait que vous êtes assez fervente, faites des déplacements à travers l'Afrique ou des missions d'évangélisation. Et chaque fois que vous avez pris la parole à chacune de vos sorties, vous évoquez toujours le rôle de Dieu. Le rôle de Dieu. Qu'est-ce qui a forgé cette foi visiblement inébranlable que vous affichez? Bon, comment je vais dire ça? Disons que j'ai toujours marché avec Dieu. J'ai toujours marché avec ma Bible. J'ai toujours marché avec la parole de Dieu. Et ça produit des effets. Ça agit et ça produit des effets. Et ça permet effectivement d'avancer. Ça permet effectivement de se fortifier. Vous voyez, quand on est sous les bombes et qu'on crie à Dieu, ça marche. Et il vous dit, ne vous en faites pas. Il vous dit, ne vous en faites pas. Ma fidélité va être pour vous, n'est-ce pas, un casque que vous allez avoir sur la tête. Et on n'a rien eu. On est sorti de dessous les bombes. Et je dis souvent aux gens, regardez un petit peu Kadhafi, regardez ses enfants. Ils étaient sous les bombes comme nous. Kadhafi est mort. Ses enfants sont morts. Nous, on est sortis vivants. Donc, Dieu, il est agi. Et comme il a agi, bon, ça entretient la foi. Ça entretient la foi. Il y a des moments où vous êtes frappé par Dieu, où vous avez Dieu lui-même qui vous entendez, qui vous dit, ça ne va pas dans ce sens-là. Et il vous instruit. Et quand vous revenez en arrière, vous vous rendez compte qu'effectivement, vous avez des résultats et que vous restez debout. Parlant de cette foi, Simone Gbagbo, j'ai envie de vous demander, vous avez passé, du moins, le FPI a fait 10 ans au pouvoir. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été une période assez agitée, assez secouée, assez difficile pour vous. Et j'ai envie de savoir, est-ce que votre foi a été éprouvée, ébranlée, ou vous avez le sentiment que sans cette foi, les choses auraient été pires? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos? Forcément, quand on passe dans de telles épreuves que nous sommes passés, vous finissez par vous poser la question, pourquoi ça m'arrive? Tout à fait. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi malgré tous les aides que je manifeste, une telle situation m'arrive? Ça c'est sûr. Et c'est à ce moment-là que la foi peut être ébranlée. Est-ce que vous voyez? Mais quand vous continuez, vous dépassez cette étape de pourquoi ça m'arrive. Parce que vous vous rendez compte que quand ça arrive, c'est toujours parce que Dieu a un problème à régler avec vous. Ou bien que Dieu a une autre destinée pour vous. Et qu'il faut savoir rester debout, ne pas se rebeller contre Dieu. Voilà. Mais au contraire, dire, je reste disponible, Dieu. Alors, là, je vais vous poser une question qui me paraît un peu sensible. Vous êtes présenté actuellement en Afrique comme une Winnie Mandela. Vous êtes une figure emblématique pour la jeunesse africaine et pour les femmes africaines. Elles vous perçoivent comme une sorte de Winnie Mandela. C'est ça. Or, nous voyons que votre vie, votre parcours politique a été difficile. Vous vous êtes engagé en politique à l'époque du Parti unique en Côte d'Ivoire, sous un régime assez fort. Et vous avez pris le pouvoir et pendant la décennie où vous avez été au pouvoir, ça a été une période assez difficile. Aujourd'hui, vous continuez le combat politique
Et vous êtes comme un martyr pour la jeunesse africaine. Vous, comment percevez-vous, avec ce parcours que vous avez, la responsabilité que vous, comment la percevez-vous comment la grande responsabilité que la jeunesse africaine, les femmes africaines vous font porter à travers ce parcours, à travers votre parcours, comment est-ce que vous la percevez? Bon, je pourrais dire, peut-être que ma réponse ne va pas vous satisfaire, Oui, mais que j'ai fait ce que je croyais juste oui, de faire. oui, À chaque moment, oui, j'ai fait ce que je croyais juste de faire. oui, J'ai eu des succès. oui. Et aujourd'hui encore, j'ai des succès. Oui. Regardez un petit peu aujourd'hui comment je suis accueilli par les dirigeants actuels du PDCI, Oui, qui était le parti unique, tout à qui est un fait. parti que j'ai combattu, Oui. que j'ai combattu Oui, oui, vraiment fortement. Mais On vous a vu dernièrement avec le PDC, effectivement, à l'intronisation, je pense, nous sommes en alliance avec pour... un candidat Dia Oufoué. Oui, il y avait Dia Oufoué, mais il y en a d'autres. Ok. Il y en a d'autres. Il y a Dia Oufoué à Yopougon. Ouais. Il y a Yassé Jean-Marc ici à Cocody. Oui. Tout à l'heure, je serai au plateau Oui. avec le candidat PDCI également. Ouais. Et puis j'étais à Port-Boué avec le candidat PDCI également. Mais aujourd'hui, je suis accueilli. Justement, on a vu lors de votre entrée, c'était un tumulte, indescriptible quand vous êtes arrivé. Quand j'arrive quelque part, effectivement. C'était un tumulte. Ça, c'est un peu la grâce de Dieu, ce que j'appelle la grâce de Dieu. Okay. Mais je pense que tout ce combat, toute cette marche, aujourd'hui, elle est bien perçue. Oui. Elle est bien accueillie. Oui. Parce que je crois avoir donné de moi l'image d'une femme qui n'est pas dans les rancunes. Oui. Qui n'est pas en train de demander des comptes sur son passé. Oui. Mais et c'est ce que je souhaite que l'on garde. Oui. C'est que je souhaite que l'on comprenne que l'essentiel, ce n'est pas ce qu'on a vécu dans le passé. Bon ou mauvais, l'essentiel, c'est comment on avance. Tout à fait. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, là, en est arrivée à un stade où l'Africain doit passer du rôle de l'ancien colonisé, de l'ancien vaincu, de l'ancien gouverné par les puissances occidentales, par les puissances colonisatrices, à une Afrique où le citoyen est lui-même maître de la destinée de sa nation, de son continent, et où c'est l'Africain lui-même qui est capable de prendre des décisions pour faire avancer sa destinée, pour faire avancer son continent. Qu'on soit au Cameroun, ou qu'on soit en Côte d'Ivoire, qu'on soit au Burkina, ou qu'on soit au Niger, qu'on soit au Zimbabwe, ou qu'on soit en Afrique du Sud, l'Africain aujourd'hui doit être capable de lui-même contrôler les rênes de son développement économique, politique, sociologique, n'est-ce pas? L'Africain lui-même d'abord. Pour cela, il faut que l'Africain acquiert la confiance en lui-même, en ses capacités, en sa potentialité. Et qu'en plus, il soit capable de se projeter dans l'avenir et d'assumer ses responsabilités historiques pour que les choses avancent. On ne doit plus être en train de compter sur les Blancs. On ne doit plus être en train de compter sur les Américains, ni sur les Chinois, ni sur les Russes, mais on doit compter sur nous-mêmes, Africains, pour faire avancer notre continent. On n'en est pas encore là. Et c'est ce combat-là qui reste à mener et qui est le plus important à faire. Vous êtes admiré par des millions de jeunes filles, de femmes, à travers déjà la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Afrique, et même au-delà. Et quand on regarde votre parcours, on voit que vous êtes docteur. Vous avez poussé les études jusqu'à la thèse.
vous avez été première dame de ce pays, la Côte d'Ivoire. Vous êtes chef politique depuis de longues années. Vous êtes épouse. Vous êtes mère. Vous êtes auteur. On a envie de vous demander quelle est votre recette. Ces jeunes filles qui vous regardent, ces femmes qui vous suivent à la maison, à travers l'Afrique, par millions, ont certainement, chacune d'elles dans son cœur, quelque part, l'envie d'avoir un parcours aussi prestigieux aussi. Avec le discours que vous avez tenu, du moins le propos, l'échange que nous avons, on comprend que ça n'a pas été un parcours facile. Mais non. Il est prestigieux quand même, très prestigieux. On a envie de vous demander quelle est votre recette. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quelle est la formule qu'elles peuvent avoir pour avoir un parcours aussi prestigieux que le vôtre? Alors je leur dirais à ces femmes-là, quelle est votre vision? Quelle est votre vision pour votre nation? Oui. Parce que c'est ça qui est le plus important. Oui. Votre vision pour votre nation, votre vision pour votre peuple. Non pas votre vision pour vous, oui, pour votre propre devenir, mais votre vision pour votre nation, votre vision pour votre peuple. Oui. Quel est votre courage oui, pour vous lever et affronter tout ce qu'il y aura à affronter pour que cette vision-là se réalise? Oui. Quel est votre courage? Quelle est votre perception en tant qu'être humain de votre capacité de femme? La femme, elle est capable de faire tellement de choses. Elle ne doit pas se laisser complexer. Elle ne doit pas se laisser démobiliser. Oui. Elle ne doit pas se laisser démotiver. Oui. On vous dira tout. Moi, on m'a traité de dame de fer. On m'a traité de ci et de cela. Il ne faut pas se laisser démotiver. Il ne faut pas se laisser démobiliser. Il faut avoir cette conviction-là, oui, cette foi-là, et agir par rapport à cela, en direction de cela. Et j'ai envie de vous demander, comment vous avez pu gérer autant de casquettes? Je ne sais pas si j'ai réussi à gérer. Avec succès. La preuve, je me suis retrouvé divorcé contre mon avis, contre mon gré. Bon. Mais vous avez été femme. Peut-être que je n'ai pas réussi à gérer cette casquette-là. Bon, mais maman, épouse, enseignante, leader politique, comment vous avez... Parce que c'est quand même beaucoup de responsabilités. C'est beaucoup de responsabilités. À un niveau très élevé de l'État. Comment vous avez réussi? Très élevé. Bon, il y a les engagements de tous les jours. Oui. Il y a les responsabilités de tous les jours. Oui. Il faut les assumer, il faut les gérer et puis il faut avancer. OK. Oui. J'étais heureuse de faire des enfants. Oui. Voilà, donc j'ai été une mère et je suis très fière des enfants que j'ai mis au monde. Je suis très fière, mes filles. Je n'ai fait que des filles. Oui. Vous voyez, c'est la grâce de Dieu. Peut-être que si j'avais eu des garçons, ils auraient dévié, ils auraient devenu des délinquants, etc. Dieu ne m'a donné que des filles, mais de grosses têtes. Ah oui. Elles sont magnifiques. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Bon, j'ai été un époux, une épouse, pardon, et je pense avoir donné à mon époux ce dont il avait besoin pour avancer, lui, dans sa vie. Oui. Je pense que je l'ai fait comme je devais le faire. J'ai été une enseignante. Oui, j'adore l'enseignement. Oui. Et je crois que Dieu m'a nanti de qualité pour enseigner. Et ça, il faut que je mette ça à la disposition de mes élèves et de ma population, ce que je continue de faire. J'écris aujourd'hui, comme vous dites, je suis également auteur. Oui. J'écris aujourd'hui parce que je me dis que j'ai des choses de ma vie à partager avec les Ivoiriens, avec les Africains. Et donc j'écris avec plaisir. Il faut faire ce qu'on a à faire avec plaisir et avec joie. Alors Simone Gbagbo, vous avez porté une nouvelle formation politique sur les fonds baptismaux, le mouvement des générations capables. C'est ça. On a envie de vous demander quelle est l'offre politique, quel est le projet politique. 4 décennies sur la scène politique ivoirienne et même africaine. Vous avez conquis le pouvoir d'État, vous avez été député, vous avez, du moins on a le sentiment que, on peut avoir le sentiment que vous avez fait le tour, quoi.
Et là, on a un nouveau mouvement. Vous offrez à la jeunesse ivoirienne ou à la jeunesse africaine un nouveau mouvement, un nouveau parti politique, un nouveau projet politique. On a envie de vous demander quelle est l'offre. Parlez-nous un peu de l'offre politique, la nouvelle offre politique que vous mettez à la disposition de la jeunesse ivoirienne et même africaine. Alors, je commencerai par dire, ça fait quand même 50 ans Ah oui. que je suis dans cette activité politique. 50 ans, 50 ans, au moins 50 ans que je suis dans cette activité politique. L'offre, globalement, est la même. Tout, ok. Parce que je considère que ce que nous avions souhaité au départ, dès le départ, n'est toujours pas entièrement accompli. Tout à fait. Peut-être même que nous partirons sans avoir achevé de l'accomplir. Mais l'offre, donc, au départ, est la même. Mais aujourd'hui, quand on regarde la situation politique et sociale de la Côte d'Ivoire, on se rend compte qu'il y a un nouveau grand besoin que nous devons combler. Tout à fait. C'est la reconquête des valeurs. Les valeurs ont vraiment pris la clé des champs chez nous, avec la crise que nous avons vécue. Et il faut resensibiliser pour que les Ivoiriens réintègrent dans leur comportement, dans leurs activités, dans leur mode de pensée, les valeurs. Qui ont jadis caractérisé l'Ivoirien. L'Ivoirien, ça doit caractériser. De votre génération. Oui. La compétence. Tout à fait. L'Ivoirien doit être compétent, poussé jusqu'à l'excellence. La crainte de Dieu. L'intégrité, n'est-ce pas? Le refus de l'argent facile et malhonnête, etc. Le goût de l'effort. Le goût de l'effort, le goût du travail, n'est-ce pas? Mais également le souci d'être capable de transformer non seulement les comportements, non seulement les mentalités, mais de transformer les ressources que Dieu a mis à la disposition de l'Afrique. Tout à fait. Et puis la capacité d'acquérir pour soi-même la confiance en soi. Parce que très souvent les Africains peinent et trébuchent parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Tout à fait. Et ils n'ont pas confiance en eux parce que très souvent, ils n'ont pas de culture scientifique, ils n'ont pas de culture technique. Donc, ils ne savent même pas comment transformer, comment traduire en richesse, en bien, tout le potentiel dont ils disposent. Que Dieu a mis à leur disposition, à l'Afrique. Donc, c'est un grand besoin. Et il faut qu'au niveau du mouvement des générations capables, c'est pour ça que nous l'avons appelé le mouvement, parce qu'il faut bouger, il faut agir, des générations, voilà. Et c'est toutes les générations. Ce n'est pas seulement les anciens qui sont concernés, ce n'est pas seulement les jeunes qui sont concernés, mais c'est toutes les générations africaines qui sont concernées. Et ces générations-là, elles doivent cultiver la compétence. C'est pour ça qu'on a créé le mouvement des générations capables. Vous avez des millions de Camerounais qui vous affectionnent, que vous inspirez par votre démarche, par votre parcours, par vos actions, par votre discours. Les Camerounais vous affectionnent, ils vous aiment. J'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pouvez leur dire quelque chose? Est-ce que vous pouvez vous adresser à eux? Est-ce que vous avez l'opportunité de leur dire quelque chose? Parlez-leur à ces millions de Camerounais qui vous aiment tant et qui vous regardent et qui vous écoutent. Mais je voudrais dire aux Camerounais que moi-même, j'aime énormément le Cameroun. J'aime énormément les Camerounais. J'ai eu l'opportunité de me déplacer au Cameroun à plusieurs reprises, mais il y a très longtemps. À l'époque, j'avais rencontré même le président John Fundi. De regretter mémoire. Oui, de regretter mémoire. Ni John Fundi, et je présente mes condoléances à tout le Cameroun pour ce grand homme qui est parti. Et cela m'a permis de me rendre compte qu'au Cameroun, nous avons un pays qui est comme la Côte d'Ivoire, mais qui est beaucoup plus grand que la Côte d'Ivoire, qui a des potentialités qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, mais qui a des potentialités au-delà même de ce que la Côte d'Ivoire possède. Et c'est un pays avec lequel on gagnerait à entretenir des relations encore plus proches, encore plus étroites. Ce peuple-là, le Camerounais, est un peuple qui a soutenu la Côte d'Ivoire.
fortement soutenu la Côte d'Ivoire. Oui. Ça nous a impressionnés. Oui. Parce que nous étions au contraire en but à des agressions d'autres Africains Oui. qui nous condamnaient. Mais les Camerounais nous ont soutenus. Ils ont participé à des manifestations au Cameroun même, en France, Oui. pour vraiment nous aider à sortir Oui. de la crise. de la crise et des condamnations où nous nous trouvions. Nous avons pu sortir, M. le Président Gbagbo a pu sortir de La Haye grâce à toute la mobilisation qu'il y a eu en Europe par les Africains. Et les Camerounais étaient au nombre de ces Africains-là. Ça, ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Ouais. Bien sûr, nous avons nos conflits. Hein. Quand il y a le match de football, Toujours. mais c'est là aussi qu'on voit qu'il y a les frères. En tout cas, je pense qu'avec le Cameroun, il est possible de bâtir quelque chose ensemble. Oui. J'aimerais dire qu'à l'époque, quand nous étions encore au pouvoir, nous prions. Et dans nos prières, Oui. nous demandions pour l'Afrique centrale, Oui. quel allait être le destin, quel allait être le devenir. Et la révélation que j'en ai eue, moi, c'est que le Cameroun a un rôle extrêmement important à jouer Tout à fait. dans la libération, je dirais, dans la délivrance de l'Afrique centrale. Oui. Et ce rôle-là, il faut que les Camerounais le tiennent. Oui. Je ne les vois pas encore en train de vraiment tenir ce rôle. Oui. Il faut qu'ils tiennent ce rôle. Il faut qu'ils s'en sortent. Il faut que nous ayons une Côte d'Ivoire ici et que nous ayons le Cameroun de l'autre côté, Oui. n'est-ce pas, qui permettent à cette Afrique anciennement colonisée par les Français là, à tenir debout et à être ferme et à sortir. La Coupe d'Afrique des Nations arrive. La Côte d'Ivoire est le pays organisateur de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et le Cameroun, la première Coupe d'Afrique remportée par le Cameroun a été en Côte d'Ivoire en 1984. On n'en veut pas au Cameroun. Et le Cameroun ambitionne de remporter sa 7e Coupe en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Ah, c'est ça les Camerounais. Donc, en tant qu'Ivoirienne, vous savez que nous vous aimons, les Camerounais vous aiment beaucoup, mais sachez que nous avons l'ambition de venir remporter, prendre la coupe sous prendre notre la nez. Coupe C'est ça l'impertinence des Camerounais. Voilà. Et ça resserre nos liens. Ça resserre les liens. En tout cas, nous souhaitons que la Coupe d'Afrique soit un succès. C'est une fête. C'est une fête au-delà des rivalités sportives et tout. Mais nous souhaitons qu'elle se passe bien et que ce soit un succès retentissant pour toute la jeunesse africaine. Oui. Alors, Simone Gbagbo, nous allons clore cet entretien que nous avons eu avec vous. Ils sont jeunes, ces Africains, qui vous regardent aujourd'hui en 2023. Ils n'ont pas été là quand vous commenciez votre parcours politique, mais ils vous ont trouvé, entre guillemets, à l'œuvre. Et aujourd'hui, vous avez lancé un nouveau mouvement, le mouvement des générations capables. Ça veut dire que vous êtes en train de penser à la relève, à transmettre vos valeurs à la nouvelle génération, à faire la passe, on dirait. C'est ça. Qu'est-ce que vous souhaiterez qu'on retienne de vous quand dans 50 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on évoquera votre nom? Quand on dira l'Afrique a connu une grande dame du nom de Simone Gbagbo, comment souhaiterez-vous que les Africains parlent de vous? Vous savez, mon vœu aujourd'hui pour l'Afrique de demain, c'est que toute cette génération de jeunes Africains, Ivoiriens, Camerounais, Centrafricains, etc. Cette génération-ci, comme je l'ai dit là, est confrontée à un nouveau défi. Ce défi-là, c'est d'être capable de reprendre en main le devenir de l'Afrique. Aujourd'hui, par cette jeune, quel que soit son niveau intellectuel, son niveau, comment je dirais, technique, etc. Mais c'est ça leur mission, c'est ça leur devoir.
Et moi, ce que je souhaiterais qu'on garde de moi, c'est, et que j'aimerais donc être capable de réussir, Oui. c'est d'avoir pu mettre cette jeunesse-là, n'est-ce pas, mettre le pied de cette jeunesse-là À à l'état l'étrier. d'étrier. Pour que demain, ils puissent dire, elle a été utile pour nous pousser dans notre destinée. Oui. Voilà, c'est ça que je souhaite. Alors Simone Gbagbo, nous allons présenter à nos millions de téléspectateurs cet ouvrage du sous-sol de la République à la Restauration. Oui. Ça, c'est un ouvrage que vous venez de commettre. Il est publié, il est disponible depuis le 8 mars 2023. C'est ça. Et commercialisé à la Librairie de France. À la Librairie de France, oui. Et c'est un ouvrage à travers lequel vous vous racontez, vous parlez de votre parcours, vous parlez de votre séjour en prison. Dans les 2 prisons que j'ai connues. Oui. Et toute l'expérience judiciaire que j'ai vécue. Oui. Voilà. Donc ça, dans ce document, Simone Gbagbo elle parle de son séjour en prison, elle parle de son séjour carcéral et du feuilleton judiciaire qui a suivi son incarcération. Et voilà. Donc, pour tous nos millions de téléspectateurs qui nous suivent, qui nous écoutent, dans ce document, dans ce livre, Simone Gbagbo parle d'elle. Et pour tous ceux qui auront envie d'en savoir davantage sur la personnalité, sur le personnage, sur son séjour en prison, vous avez le manuel, vous avez le livre à votre disposition à la Librairie de France à Abidjan. Et vous pouvez le commander, vous pouvez l'acheter en ligne, vous pouvez vous rendre à la Librairie de France, vous en procurer. Et mon souhait, c'est qu'il y ait une librairie au Cameroun, quelle que soit la ville, oui, qui prenne contact avec la Librairie de France ici pour pouvoir recevoir le livre là-bas et le mettre en vente au Cameroun. Merci beaucoup, je pense que nous en suivons. Alors, Simone Gbagbo, oui. Merci pour cet entretien que vous nous avez accordé, à nos millions de téléspectateurs au Cameroun. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Nous vous remercions pour la chaleur de l'accueil dans votre résidence. Okay. C'est toujours agréable d'être à Abidjan et davantage chez vous. Merci infiniment et nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup. Oui. Ça a été un très bon moment avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chers téléspectateurs, merci une fois de plus de nous avoir suivis tout au long de cet entretien avec Simone Gbagbo. Merci pour votre fidélité et nous nous donnons rendez-vous à la prochaine édition avec le prochain invité. Merci, bonjour, à la prochaine. Au revoir.